Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Le frérisme est dans tous les débats et pourtant peu savent le définir et en comprendre les enjeux. L'anthropologue Florence Bergeau-Blacker s'est attelée au sujet et cela a beaucoup fait parler. On va revenir sur ce qu'elle appelle un programme de déstabilisation de nos sociétés. Ce sera en première partie de notre émission avec elle sur ce plateau. Soutenir les enfants qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances cet été, eh bien, comme chaque année, ils sont encore trop nombreux malheureusement. On vous présente une initiative pour les soutenir avec le Secours populaire et les cahiers de vacances. Dans sa chronique, Guillaume Buan fera la lumière sur la Convention citoyenne, sur les temps de l'enfant qui a eu lieu ce week-end et qui continue tout le reste de l'année. Mais tout de suite, place à l'actu avec Guillaume. Guillaume, bonsoir. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une, enfin, un début de réponse après les intoxications alimentaires qui ont touché les enfants à Saint-Quentin dans l'Aisne. À l'origine, la bactérie E. coli et 18 enfants touchés, dont une fillette de 12 ans, on le rappelle, qui est décédée en début de semaine dernière. Alors 8 enfants restent hospitalisés, 6 d'entre eux sont d'ailleurs sous dialyse et souffrent d'une grave atteinte rénale. Parmi les victimes, elles sont donc âgées de 1 an et demi à 12 à 13 ans. Par précaution, 6 boucheries ou rayons dans les supermarchés sont fermés par la préfecture. Et face à la presse, le ministre de la Santé, Yannick Noder, a envoyé un message aux parents. Sur les établissements qui ont été ciblés, eh bien, effectivement, les établissements sont fermés. Après, l'idée, ce n'est pas du tout d'entraîner la psychose. On peut poursuivre de pouvoir manger de la viande. C'est pas le sujet. Par contre, dans ces établissements-là, effectivement, toutes les viandes qui ont été achetées dans ces établissements depuis juin sont considérées comme impropres à la consommation. Et naturellement, nous demandons aux populations de ne pas les manger. C'est un message que j'adresse aux parents. Les enfants présentent des douleurs abdominales ou des diarrhées, eh bien, ils peuvent soit appeler le numéro, soit consulter. Et l'enquête se poursuit tout de même pour retrouver l'origine de ces intoxications. Venons-en à cette proposition de loi portée par Gabriel Attal, dont l'objectif est de renforcer l'autorité de la justice face aux mineurs délinquants et leurs parents. Le Conseil constitutionnel censure plusieurs articles. Adopté mi-mai par le Parlement, les sages ont donc déclaré 6 articles anticonstitutionnels, comme par exemple l'inversion du principe de l'excuse de minorité en place depuis 1945. Les sages qui jugent contraire à la Constitution l'article qui prévoit qu'un mineur de 16 ans ou plus puisse être sanctionné comme un adulte en cas de récidive, sauf décision motivée du juge pour lui accorder une atténuation de peine. Retoquer également l'instauration d'une procédure de comparution immédiate pour les jeunes récidivistes dès 16 ans, ainsi que la création d'une audience unique censée accélérer les jugements. Écoutez Maître Arnaud de Saint-Rémy, il est avocat, il s'est opposé à ce texte. Le Conseil constitutionnel est dans sa totale logique de venir dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec nos principes essentiels au prétexte de pression faite sur l'opinion publique facilement influençable. Face à une problématique liée à l'ultraviolence, le seul moyen de pouvoir y faire face, c'est de fournir les moyens à la justice. Et malgré l'adoption de ce texte, les auteurs de ce dernier vont le retravailler pour arriver justement à l'objectif initial. Dans un contexte géopolitique extrêmement tendu, on a appris qu'hier, un nouvel attentat a été déjoué par les services de renseignement. À l'origine, un jeune homme de 17 ans. Invité de LCI, c'est le ministre de l'Intérieur qui fait savoir que des lieux de culte, notamment des synagogues, des sex shops ou encore des événements festifs étaient visés au nom du groupe État islamique. L'adolescent a été interpellé dans la Sarthe. Il n'était pas au point de commettre un attentat, mais il était en train de se préparer. Les précisions donc de Bruno Retailleau qui explique que la direction générale de la sécurité intérieure avait repéré son activité. Le parquet national antiterrorisme a bien sûr été saisi de l'enquête. Une autre enquête aussi est en cours, cette fois-ci à Annecy, après l'incendie d'une école maternelle samedi soir. Avec la stupeur, effectivement, les flammes qui ont ravagé l'établissement, malgré l'intervention d'une vingtaine de pompiers. Un feu qui pourrait d'ailleurs être volontaire, selon les premiers éléments. Je propose d'écouter le maire de la ville, François Astorg, au micro d'ici Pays de Savoie. La stratégie de départ, c'était d'essayer de préserver la deuxième aile en pensant que celle-là n'était pas récupérable. En revanche, le feu n'a pas pu être maîtrisé autant que prévu. Et donc, toute l'école est en train de partir en fumée. On a beaucoup discuté avec les enseignants et les parents ici, il y a beaucoup de mois.
va pas se mentir, c'est une catastrophe pour le quartier, aussi pour la ville. La vie des enseignants et des enseignantes, c'est 10 ans de leur travail qui part en fumée. Donc ça se comprend, il y a beaucoup d'émoi, beaucoup de douleurs et beaucoup de questions pour demain. Les investigations se poursuivent. Pour les élèves, il y a deux solutions, soit être replacés dans certaines écoles ou sinon partir en vacances beaucoup plus tôt. Et ce terrible drame dans la Manche, un élève de seconde est décédé à la suite d'un accident survenu sur son lieu de stage. C'est un camion de livraison qui s'était placé à l'arrière du bâtiment où il effectuait son stage et le manutentionnaire a commencé à décharger à l'aide d'un chariot élévateur plusieurs chaises, une soixantaine de chaises notamment sur une palette, sauf que cette dernière a commencé à vaciller. Eh bien, la directrice de l'établissement ainsi que le jeune homme ont tenté de les récupérer et faire en sorte qu'ils ne tombent pas, sauf que ces dernières ont chuté. Le jeune est violemment tombé, blessé notamment à la tête. Il est décédé à l'hôpital. Pour Sophie Vénétité, la secrétaire générale du SNES-FSU, il faut revoir l'organisation de tous ces stages pour les secondes. On était vraiment dans une opération de communication et on avait bien senti à travers les discussions qu'on avait pu avoir et les discours ministériels qu'il s'agissait d'afficher le fait que les élèves étaient occupés pendant que d'autres passaient des examens et toutes les questions à la fois pratiques et à la fois de fond sur ce stage n'ont absolument pas été abordées. Les problèmes posés notamment en termes d'inégalité mais aussi en termes de conditions d'accueil de stage, c'est pour ça que on demande que les stages de seconde n'aient plus lieu. C'est pas à moi aujourd'hui de déterminer des responsabilités juridiques ou politiques. Ce que je sais en tant que représentante syndicale, c'est que la place de nos élèves, elle est d'abord dans les établissements scolaires pour apprendre à grandir ensemble et certainement pas pour être exposés à des dangers divers dans un monde du travail dont on sait qu'il est particulièrement difficile. Le parquet de Coutances a par ailleurs ouvert une enquête là aussi pour redéfinir les circonstances de ce drame. Et on prend la direction des États-Unis. L'université d'Harvard remporte son combat face à Donald Trump. Et souvenez-vous, on avait parlé ici même, Harvard avait refusé de se plier aux injonctions du gouvernement américain qui lui interdisait de faire venir des étudiants étrangers. L'université avait obtenu justement la suspension provisoire de cette mesure, la jugeant illégale et inconstitutionnelle. Et bien vendredi, la juge fédérale en charge du dossier, qui avait prolongé déjà cette suspension, a décidé tout simplement de l'étendre indéfiniment. Le président américain ne peut pas interdire l'entrée aux États-Unis des nouveaux étudiants internationaux à Harvard. Ce sont donc les mots de cette juge. Volte-face au passage de Donald Trump sur son réseau social Truth Social. Des discussions sont en cours avec Harvard et pourraient aboutir justement à un accord vers la semaine prochaine. Si tel est le cas, ce serait un accord historique et très bon pour notre pays, a-t-il assuré. Retour en France pour terminer. Après les écrits, le bac se poursuit pour les lycéens des filières générales et technologiques avec le grand oral. 530 000 candidats qui vont donc arriver avec deux questions préparées avec les professeurs qui portent sur les deux sujets de spécialité qu'ils ont donc choisi, des sujets qui sont libres, variés, éclectiques et parfois très personnels. Écoutez justement ces sujets donc recueillis au micro de France Inter. Est-ce la société ou la nature humaine qui crée les serial killers? Comment la dérivée seconde peut-elle modéliser un parcours de montagne russe et que l'attraction soit rigolote? J'aime bien la sensation forte, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Comment mettre le coup de poing le plus puissant? Comme c'est la vitesse au carré, pour frapper plus fort, il faut souvent être plus rapide qu'avoir de la masse. C'est parce que je fais de la boxe et ça m'intéressait de savoir. Mon sujet, c'est les Antilles entre héritage colonial et revendications identitaires en quête de construction mémorielle. Moi, je suis de la Guadeloupe, ça fait que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai pris les différents conflits entre la mémoire individuelle et la mémoire collective à Oradour-sur-Glane. Parce que j'ai mes grands-parents qui habitent à côté et du coup, j'ai pu facilement aller sur place pour m'intéresser sur le sujet. Des sujets pointilleux, justement. Alors, vous avez 20 minutes pour les préparer, avec une préparation de 10 minutes, et puis un échange ensuite de 10 minutes une nouvelle fois avec le jury. Le grand oral, coefficient 10 pour la voie générale, 14 pour la voie technologique. Rappelons que les résultats du bac, ce sera le 4 juillet prochain. Merci Guillaume. Le fameux rapport sur l'entrisme a secoué l'actualité ces dernières semaines. Plusieurs chercheurs spécialistes de la question ont alors fait entendre leur voix, à l'image de notre invité qui fustige une emprise du frérisme. L'anthropologue Florence Bergeau-Blaclair est avec nous dans le Grand JT. Et je suis ravie d'accueillir Florence Bergeau-Blaclair. Bonjour. Bonjour madame.
Merci beaucoup d'être avec nous dans le Grand JT. Vous êtes docteur en anthropologie, chargée de recherche CNRS, présidente du Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme et également auteur de plusieurs livres, dont celui paru en 2023, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête paru chez Odile Jacob. En cette période cruciale de lutte contre l'islamisme, j'aimerais qu'on s'attarde sur la définition ou en tout cas tenter de définir ce que c'est que le frérisme. Qu'est-ce que ce terme désigne exactement? Est-ce qu'il faut repartir dans l'histoire pour pouvoir comprendre ce que c'est? Alors, le frérisme, c'est un islamisme et l'islamisme appartient à la grande famille de l'islam. Donc, l'islam, c'est une civilisation, c'est une culture, c'est une religion. L'islamisme, c'est un mouvement politico-religieux et le frérisme, c'est sa version, disons, adaptée aux sociétés sécularisées. En tout cas, c'est comme ça que je le définis. Oui, alors attendez, juste pour être clair, vous dites que ça appartient à la famille de l'islam, donc pour vous, c'est pas antinomique, c'est pas contraire, l'islam et l'islamisme. Alors l'islamisme est un islam, il n'est pas tout l'islam. D'accord. Comment distinguer le frérisme des autres mouvements islamistes? Alors le frérisme est particulièrement adapté à nos sociétés sécularisées. Il vient bien sûr de la confrérie des frères musulmans, la confrérie des frères musulmans qui est née en 1928, 4 ans après la chute du califat, avec pour objectif de recréer un califat, mais cette fois-ci sans frontières, un califat mondial. Donc le frérisme, c'est l'idéologie qui est issue de presque un siècle d'existence de cette confrérie. Quand vous parlez d'idéologie, est-ce qu'on parle d'une idéologie de société, donc culturelle, ou une idéologie politique? Alors c'est tout à la fois, hein. C'est la volonté de recréer en fait une société islamique qui serait donc sous la tutelle de la charia, sous l'obligation de respecter la charia, une société qui ne serait pas nécessairement majoritairement musulmane, mais qui serait placée sous la charia. Alors disons que le frérisme tente de rendre nos sociétés charia compatibles avant naturellement qu'elles se convertissent elles-mêmes à l'islam. Voilà le projet que les frères musulmans d'aujourd'hui et tous ceux qui travaillent avec eux et pour eux sont en train d'élaborer et de réaliser. En tout cas, c'est ce qu'ils souhaitent. Et c'est ce que craint le gouvernement actuellement, d'où le rapport qui a été remis effectivement, enfin en tout cas rendu public par le ministère de l'Intérieur et qui s'intitule « Frères musulmans et islamisme politique en France ». Oui, c'est ça. Alors c'est une forme le frérisme qui se distingue du djihadisme auquel on est plus souvent accoutumé, puisqu'on voit bien le djihad, c'est Al-Qaïda, c'est l'État islamique, ce sont les formes violentes qui viennent aujourd'hui poser des bombes là où ils peuvent ou égorger, etc. Le frérisme n'utilise pas ces méthodes violentes-là. Son objectif, c'est de nous amener tous à l'islam, mais par des voies de pression plus psychologique, par transformation culturelle, par influence économique, parfois politique, pour nous amener à vivre en tant que musulmans dans un espace islamique. Donc vous voyez, ce sont des méthodes différentes. Les djihadistes aussi voudraient instaurer le califat, mais ils le veulent tout de suite et par la violence, tandis que les fréristes, les frères musulmans, veulent instaurer cette société-là, mais à très long terme. Et pour ça, ils ont des alliés, et notamment la gauche radicale, le wokisme qui est déconstructeur, qui va les aider d'une certaine manière à épuiser ou à subvertir la société pour ensuite installer à sa place une structure solide sous la charia. C'est-à-dire c'est une transformation d'une démocratie en théocratie. Pour vous, l'extrême gauche soutient clairement le frérisme aujourd'hui? Alors elle le fait de façon plus ou moins consciente, c'est-à-dire est-ce que vraiment l'extrême gauche est consciente que son alliance avec les frères musulmans, les fréristes vont aider ceux-ci à réussir leur projet? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont dans un rapport d'instrumentalisation
qui leur fait penser qu'ils s'allient avec eux, mais pour ensuite les convaincre eux-mêmes de sortir de la théocratie et de rejoindre plutôt le mouvement révolutionnaire laïque. Peut-être qu'ils le croient, mais moi je ne le crois pas. L'histoire nous a montré que chaque fois qu'il y a une alliance rouge-verte, c'est-à-dire rouge du socialisme, du communisme ou vert de l'islam, c'est toujours l'islam qui gagne. J'entends, mais comme vous reliez à la fois effectivement l'islamisme, pour être clair, effectivement, à la fois dans notre échange toutes les deux, mais aussi pour tous ceux qui nous regardent, évidemment, je veux bien comprendre la nuance entre cette pression dont vous parlez, effectivement, frériste, à instaurer l'islam finalement partout dans la société, et cette pression plus violente que vous distinguez avec d'autres mouvements que vous avez cités, dont Al-Qaïda. Quelle nuance exactement, et quelle différence avec l'islam que l'on connaît et qui, heureusement, est majoritaire en France et qui est tout à fait modéré, et partout dans le monde? Alors, l'islam, c'est une religion, c'est une culture, c'est une civilisation, quelque chose qui est beaucoup plus large que les courants qui la composent. Vous avez différentes sensibilités, c'est comme dans toutes les religions. Et cette sensibilité-là de l'islam politique, politico-religieux, c'est-à-dire qui veut s'instaurer comme étant la référence politique, la référence culturelle, la référence économique, eh bien, cette forme-là, elle existe aujourd'hui en Europe par le biais donc des frères musulmans. Et les méthodes, bien sûr, c'est l'entrisme, c'est l'infiltration de tous les secteurs de la société. Tout cela est fort documenté, hein, il ne s'agit pas du tout d'une théorie conspirationniste. Les frères musulmans ont toujours explicité leur projet, la façon dont ils voulaient le mettre en œuvre, et ils sont en train effectivement de convaincre une bonne partie de la population musulmane, qui est leur première cible, pour ensuite élargir cela à d'autres populations non musulmanes et essayer de les convertir. Je sais que ça peut paraître, pour ceux qui ne connaissent pas, assez effrayant. C'est pourtant la raison de cette violence et des transformations qu'on voit dans certains quartiers de nos villes. Ça existe, il faut y prêter très attention. Et c'est vrai que les médias publics, en l'occurrence, n'ont pas suffisamment communiqué sur ce point, et d'où l'étonnement parfois des Français par rapport à cette présence-là et à cette transformation qu'on peut voir dans les villes. Alors justement, de manière tout à fait précise, si vous le voulez bien, de détailler cet entrisme qui est manifeste aujourd'hui, selon vous, en France. Comment il se manifeste justement ? Oui, alors selon moi, oui, parce que j'ai beaucoup étudié cette question, mais pas seulement selon moi. Selon le rapport donc qui a été publié par Monsieur Retailleau, mais qui avait été commandé par Monsieur Macron et Messieurs Darmanin il y a déjà 1 an, c'était un rapport d'information justement sur l'influence des frères musulmans. Et ce qui est montré, c'est qu'ils utilisent donc des moyens d'infiltration dans le secteur du sport, notamment pour former, parce qu'eux ne font pas la distinction entre l'éducation intellectuelle et l'éducation physique. Il faut former des musulmans qui auront une mission, celle d'accomplir donc cette prophétie califale du califat mondial à terme. Il ne s'agit pas de préparer pour après-demain. C'est quelque chose qui est prévu pour plusieurs dizaines d'années, peut-être plusieurs siècles. Donc il faut former les esprits et les corps, et c'est ce qu'ils font à travers le sport. Ils sont aussi très présents dans le secteur de l'éducation, à l'université. C'est la raison pour laquelle ils sont très peu étudiés, parce que finalement, quand ils ont infiltré les départements de sciences sociales, ils ont empêché, bien sûr, l'étude des mouvements qu'ils représentent, et ont plutôt favorisé les études sur l'islamophobie, la discrimination, etc., qui sont assez douteuses. D'ailleurs, quand on regarde de près, on n'a jamais démontré que l'islamophobie était une réalité. On sait que le racisme existe, que l'antisémitisme existe, que ces formes de discrimination existent, mais l'islamophobie, c'est surtout un instrument pour culpabiliser ceux qui ne veulent pas d'un islamisme et qui se rebellent contre ces formes d'influence psychologique ou de violence. Il n'y a pas d'islamophobie en France, c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas anti-musulman, c'est juste une question de racisme en fait, anti-race, au sens étymologique du terme.
il y a des discriminations dans notre société, il y a des discriminations contre les Arabes, contre les Noirs, contre les Roms, contre les Blancs. Toutes ces discriminations, elles existent, elles sont mesurées. Mais on n'a jamais montré qu'il y avait une discrimination spécifique à l'égard de l'islam, qu'il y ait une crainte et une peur de l'islamisme. Ça, c'est tout à fait légitime. Il est normal qu'on ait peur des gens qui sont violents, qu'on ait peur du djihadisme, qu'on ait peur d'Al-Qaïda, qu'on ait peur des gens qui ont massacré au Bataclan. C'est tout à fait normal, ça ne peut pas constituer une islamophobie. Donc il y a des formes de racisme, il y a des actes anti-musulmans, alors qui sont, par exemple, assez mal comptés, je dois dire, parce qu'on mélange un petit peu tout. On va mélanger, par exemple, une tranche de jambon qui est accrochée sur la porte d'une mosquée, ce qui ne constitue pas un crime en soi ou quelque chose d'extrêmement dangereux. Et on va le comparer avec, on va compter aussi parmi ces actes le fait de porter un voile à l'école. Voilà. C'est assez... Alors, il peut y avoir par contre des agressions vis-à-vis des personnes qu'on va compter comme anti-musulmans, mais qui peuvent être liées à des actes racistes, c'est-à-dire des actes anti-arabes, anti-maghrébins. Ça existe réellement. On n'a jamais vu, je sais pas, un émir, par exemple, se présenter quelque part et être victime d'islamophobie. Pourtant, il est parfaitement musulman. Donc tout ça doit être vraiment considéré avec prudence. Par contre, ce que l'on sait, c'est que chaque fois qu'on essaye d'imposer la laïcité quelque part contre des pratiques islamistes, c'est-à-dire qui veulent par exemple imposer la prière dans les lieux publics, dans les aéroports, dans les universités, etc., on est immédiatement taxé d'islamophobe. Et ça sert simplement à faire culpabiliser une société pour l'empêcher de s'opposer à une avancée de l'islam politique. Pourquoi un tel tabou d'ailleurs sur l'islamisme, hein? On fait toujours la distinction entre l'extrémisme du coup et effectivement le côté modéré. Donc pourquoi un tel tabou sur ce sujet? Parce que si on prend la critique d'un côté, eh bien, on est taxé d'islamophobe comme vous le dites. De l'autre côté, ça prend une tournure complètement caricaturale côté extrême droite. Des deux côtés, ça devient tout à fait tabou. Pourquoi cela? Parce qu'il y a une très mauvaise pédagogie sur ces sujets. Donc, effectivement, il y a des gens qui voient des islamistes partout, ce qui est gênant. Et puis, donc, je crois qu'il faut au contraire faire une distinction entre des musulmans qui sont parfaitement adaptés à nos sociétés et qui pensent que les lois de la République comptent davantage, en tout cas, qui les mettent en avant par rapport aux lois religieuses. Ça, c'est ça qui est demandé du citoyen. Donc il y en a beaucoup, et puis il y a ceux qui refusent et qui veulent d'abord respecter les lois de l'islam, la charia, avant les lois de la République. Malheureusement, c'est un nombre de plus en plus important. On a fait des sondages qui ont montré que 58% des jeunes musulmans de 18 à 25 ans préféreraient la charia aux lois de la République. Donc ça vous montre à quel point aujourd'hui le frérisme est influent dans l'espace public, justement à travers sa présence dans les groupes sportifs, dans l'aide aux devoirs, dans les cours d'arabe, dans tout ce qui est activité périscolaire, etc. Ils sont de plus en plus influents. Le propre du religieux qui arrive beaucoup dans la société aujourd'hui et qui est très présent dans la société aujourd'hui, vous avez ce sentiment, en tout cas les recherches faites, notamment via ce rapport, prouvent qu'elles naissent finalement de ce courant frériste ou pas? Oui, alors les formes de séparatisme, de communautarisme ne sont pas le seul fait, bien sûr, des mouvements fréristes. Il y a aussi cette alliance islamo-gauchiste qui pousse dans ce sens-là. Il n'y a pas que les musulmans qui sont concernés par ça. L'influence donc frériste dans la société, effectivement, et la volonté d'emprise sur nombre de secteurs, notamment l'éducation. On est sur School TV, donc on est particulièrement attentif, vous vous en doutez. La place de l'école a été pointée et de nombreux enseignants, et malheureusement les drames que l'on connaît avec Samuel Paty ou Dominique Bernard nous ont laissé des marqueurs extrêmement forts. Quel programme d'enseignement, justement, bien sûr l'histoire, mais devrait être mis en place afin de lutter contre ces dérives dont on parle?
Ce qui est très préoccupant, c'est bien sûr la mort de ces 2 professeurs. C'est quand même incroyable, la décapitation même, enfin dans des conditions. Ce qui est voulu par ceux qui ont fait ça, c'est évidemment de terroriser, de faire taire et de changer en fait certaines pratiques, notamment celle de la liberté d'expression, la liberté de parler de la laïcité, de la liberté de pouvoir aborder tous les sujets dans les cours. Et ça a bien marché puisqu'on a une majorité aujourd'hui d'enseignants qui s'auto-censurent. Et ça... ce ne sont pas les cours de laïcité qu'on a donnés aux professeurs qui vont arranger ça. Il faut absolument expliquer le modus operandi de ces groupes salafistes ou fréristes ou fréro-salafistes, si vous voulez, qui agissent. Il faut former les professeurs, il faut expliquer aux parents d'élèves comment cela fonctionne. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le frérisme et ses réseaux, pour essayer de déculpabiliser aussi les gens. Quand vous voyez des attitudes islamistes dans un hôpital, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conformes en fait au modèle républicain, à nos valeurs, à notre culture, il faut pouvoir le dénoncer et c'est tout à fait normal et ça ne fait pas de vous un raciste. Donc ça c'était important, mais pour ça il faut être équipé, il faut avoir bien étudié ces questions, il faut pouvoir avoir la pédagogie aussi pour l'expliquer à tous et ça devrait être une priorité nationale tout à fait en dehors du politique. Quels sont les angles morts ou les failles du système éducatif français qui, justement, facilitent la progression de ces réseaux fréristes ? Je pense que tout le monde connaît le pas de vague, il ne faut pas en parler. Moins on parle d'un problème et moins on a de chances de le résoudre. Et ça, évidemment, les islamistes savent ça. Ils savent qu'une petite agression ou quelque chose, pas forcément un meurtre, les frères musulmans ne sont pas pour la violence directe, ce sont des moyens plus subtils, parce que la violence leur pose beaucoup de difficultés, on ferme leur compte en banque, on leur court après, etc. Donc ils ne sont pas pour ces méthodes-là, ce sont plutôt pour les méthodes douces. Mais quand elles se produisent, comme ça a été le cas de Dominique Bernard ou de Samuel Paty, ils savent les utiliser à leur profit, en criant à l'islamophobie, etc. Et donc, ça crée une espèce de peur et du pas de vague. Il ne faut pas en parler. Et beaucoup de souffrance. Comme si je parle des réseaux sociaux, bien entendu, forcément, on a tout cela en tête, beaucoup sur la désinformation, l'information, les fake news. Comment font-ils, notamment du coup les frères musulmans, mais peut-être aussi d'autres mouvements islamistes, pour rester toujours en arrière-plan finalement et infuser petit à petit ces idées? C'est une méthode, qui est à l'œuvre depuis près d'un siècle. Donc ils sont habitués, ils sont d'abord nés dans les pays musulmans où ils ont été pourchassés par des pays autoritaires qui, eux, n'y allaient pas de main morte, c'est-à-dire qu'on torture, on pend, etc. Donc ils sont habitués en fait à ces modes opératoires du secret. Et ils ont en face d'eux des gens qui ne veulent pas trop savoir parce qu'on n'aime pas faire remonter ou faire connaître des problèmes qu'on ne sait pas résoudre. Et c'est la raison pour laquelle on a pris 40 ans de retard sur l'avancée de ces groupes qui sont là depuis 40 ans. Merci beaucoup d'avoir participé au Grand JT, nous avoir éclairé sur ces mouvements. Florence Bergeaud-Blacker, merci à vous, docteur en anthropologie et chargée de recherche CNRS. Merci. On va marquer une courte pause en Grand JT, on se retrouve tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs,
Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était 2 objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire 1, hausser le niveau général des enfants de France, 2°, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Mongtou Valakoun. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice du parascolaire chez Magnard. Magnard, une maison d'édition qui existe depuis combien de temps ça fait? En fait, c'est Roger Magnard qui est à l'origine de la création des éditions Magnard. Oui. Il a commencé donc par la création des cahiers de vacances en 1933. Incroyable, ces cahiers de vacances, plus de 80 ans que ça existe, que c'est toujours aussi populaire. On a toujours cette idée qu'effectivement on part avec l'été sous le bras, parce que c'est à la fois ludique, malin, on apprend aussi de nouvelles choses, ça nous permet nous aussi parents de réviser, ce qui n'est pas plus mal, et de pouvoir continuer à s'exercer pour la rentrée prochaine. Tout à fait. Est-ce que c'est comme ça aussi que les enfants continuent de percevoir ces fameux cahiers de vacances? Oui, c'est à la fois, pour eux, c'est un cahier d'activité, pour les plus petits notamment, et puis un cahier de révision pour les plus grands et pour les collégiens. Voilà, c'est vraiment pour entretenir les acquis et ne pas oublier tout pour la rentrée. Et oui, puis ce côté, par exemple, sur celui-là, du CM1, CM2, cet été, je parle anglais. Donc il y a vraiment un côté aussi découverte du monde qu'on retrouve même dès le CP, ce que je disais juste avant notre échange, le début d'échange, voilà, découverte du monde qu'on trouve tout le temps. C'est important aussi cette mise en avant, de s'ouvrir sur les autres et sa propre citoyenneté aussi. Tout à fait, et notamment dans ces cahiers, nous avons des pages découvertes justement sur différents thèmes très chers aux enfants, en histoire, par exemple en mythologie, sur des pays du monde entier, pour ouvrir justement, élargir et susciter la curiosité. Alors susciter la curiosité, c'est évidemment important quand on a la chance de pouvoir partir en vacances. Ce n'est pas le cas de tous les enfants. On le sait qu'ils ne partent pas à la plage pendant 2 mois l'été. La réalité est tout autre. Les vacances sont probablement le premier marqueur des inégalités. C'est aussi pour ça que vous êtes engagé auprès du Secours populaire. Oui, cette année, donc, nous avons un partenariat avec le Secours populaire. Donc, Magnard s'engage à reverser 1% du chiffre d'affaires du prix de vente. Donc, c'est une manière aussi de permettre, de montrer que l'on peut être solidaire tout en partant en vacances, en achetant un cahier de vacances. Et c'est important de soutenir les actions du Secours populaire. Prendre le temps, évidemment, de décompresser pour ces enfants, de sortir de leur cadre quotidien permet aussi un meilleur apprentissage. C'est aussi ça que vous portez avec le Secours populaire pour ces enfants qui n'ont pas cette chance. Tout à fait. C'est-à-dire que, effectivement, tout le monde n'a pas la chance de partir en vacances. Donc, cette action, cet achat permet, par ce don, de pouvoir proposer des week-ends, des sorties cet été pour ces enfants-là. En relation avec des associations qui vont Exactement. faire le relais elles-mêmes de leur côté. Donc un cahier de vacances acheté, un don, vous l'avez dit, sera effectué. Ces dons-là, 1%, c'est ça 1% du chiffre d'affaires. Oui. Est-ce qu'en globalité, vous avez une idée de ce que ça représente ou pas par rapport à l'année dernière, par exemple? Non. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que sur le marché global du cahier de vacances, mais tous éditeurs confondus, l'année dernière, on était à 4,5 millions de cahiers de vacances vendus en France. Oui.
Donc ça fait quand même... Manière étant le 3e acteur sur le marché. Voilà. Formidable pour tous ces enfants. Depuis combien d'années ce soutien existe avec le soutien populaire? Alors, on a eu déjà ce partenariat par le passé, en 2022, sur 2 années. Et donc cette année, on a décidé de continuer de proposer cette action. Apprendre la solidarité aux enfants aussi, c'est un moyen indirect d'aborder cette notion importante. C'est vrai qu'il faut montrer que voilà, les enfants ont de la chance que leurs parents leur achètent des cahiers de soutien, d'activité. Et donc, par ce message, par ce partenariat, on montre aussi que voilà, on peut aider d'autres enfants et que les inégalités, effectivement, sont présentes. Et voilà, que c'est une notion importante qui est enseignée aussi en enseignement moral et civique. Donc tout au long de l'année par les enseignants. Donc c'est important de souligner aussi pendant les vacances qu'on ne perde pas ça de vue. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire? On parlait de plus de 80 ans, donc en 2026, ça fera donc 90 ans. Incroyable quand même ce lien avec l'édition, avec les cahiers de vacances. Comment ça a démarré? Alors Roger Magnard, qui est d'abord un représentant en papeterie, a décidé, en fait, en voyant sa femme institutrice donner des activités de révision pendant les vacances à ses élèves en difficulté. Donc ils ont décidé de s'appuyer avec l'aide d'enseignants de leur région, de créer des cahiers d'activités pour réviser pendant les vacances. Donc c'était des cahiers tout simples, en une couleur. Et puis donc pour motiver les enfants à remplir leur cahier jusqu'au bout, ils proposaient un prix à la fin, une récompense. Donc le plus beau cahier, avec les plus beaux dessins, celui qui était le mieux rempli. Donc à la fin, les enfants renvoyaient leur cahier et en septembre, ils avaient une récompense, un prix. Donc c'était aussi une façon de motiver les enfants pour aller jusqu'au bout des cahiers de vacances. Et c'était déjà très ludique à l'époque, très contextualisé vacances. Oui, c'est ça, la différence d'autres cahiers qu'on connaît peut-être un peu plus, des révisions comme les cours Legendre ou autres, qui étaient un peu plus denses, un peu plus lourdes peut-être pour les élèves. Là, il s'agit de prendre effectivement l'apprentissage aussi avec ce côté, ce regard assez ludique, cette passion pour ne pas dégoûter les enfants pendant les vacances. Oui. Il y a aussi une concurrence évidente avec le numérique aujourd'hui. Comment réussir à jouer dans la balance, à maintenir effectivement ce côté cahier papier? Les cahiers de vacances, on va dire traditionnels, parce que voilà, c'est un peu ce qu'on appelle traditionnel, donc ce sont ces cahiers-là qui font réviser toutes les matières de l'année. En fait, c'est important pour les parents, parce qu'il y a une trace écrite de l'enfant. Donc l'enfant écrit, et c'est très important le geste de l'écriture jusqu'au collège. Et c'est une recommandation, vraiment c'est un point fort des programmes de l'éducation nationale. Donc pour eux c'est important d'avoir une trace écrite, et puis c'est un moment de partage aussi, parce que les parents le font avec leurs enfants également, et puis effectivement ils révisent aussi par la même occasion. Le numérique, effectivement il y a eu des tentatives de différentes éditeurs d'aller sur des applis, mais le papier ça reste vraiment quelque chose de très ancré et de très rassurant surtout pour le parent, parce que le parent voit ce que fait l'enfant et donc peut corriger, peut motiver, aider son enfant, accompagner surtout pendant cette période de vacances. Le numérique après, maintenant, il passe plutôt par des bonus en général dans les cahiers de vacances. Par exemple, par un QR code comme on a accès à des quiz de culture générale. Voilà, donc c'est vraiment très très ludique. Ah oui, on peut s'entraîner en fait tout le temps finalement, c'est pas que les vacances, c'est toute l'année. Et voilà, donc c'est plutôt ludique et c'est pas un prolongement scolaire, non, pour découvrir autre chose, pour vraiment jouer à plusieurs. Donc on reste vraiment sur le cahier papier, le support papier. Bon, pour les parents qui auraient peur, rassurez-vous, il y a les corrigés. Voilà, ils sont toujours là, détachables. Exactement, on les prend dès le départ, on les planque dans la valise et on les consulte quand on ne sait plus faire une fraction, par exemple. Exactement. Non, mais parce qu'il y a plein de parents qui sont terrifiés par rapport à ça. Ah parce qu'il y a des nouveaux programmes, les programmes changent, donc effectivement ils ne savent plus comment faire une division, c'est pas du tout enseigné de la même manière, les fractions vont arriver avec les nouveaux programmes, donc c'est une approche aussi nouvelle, donc voilà, il y a tout et puis du vocabulaire aussi, par exemple, avant on disait, par exemple, le complément d'objet direct, à un moment on l'a appelé complément du verbe, après c'est revenu complément d'objet direct, donc il y a des évolutions comme ça dans le programme que le parent doit suivre, et c'est pas évident de se retrouver dans cette terminologie scolaire.
Pour les enfants qui sont encore réticents, alors qu'on va vous montrer, les images sont plutôt cool, on fait effectivement, il y a des labyrinthes, des jeux dans tous les sens, enfin c'est quand même très sympa à faire. Pour les enfants qui seront encore réticents, cahiers de vacances, comment leur faire changer d'avis? En fait, tout est fait pour leur plaire, parce que ce sont des thèmes liés aux vacances, c'est toujours des thèmes qui leur sont chers, par exemple des textes sur la mythologie, des activités, enfin des exercices, par exemple sur la mer, sur les différents pays. Donc non, on fait en sorte que ça les attire et voilà, qu'ils aient envie quand même de faire ces activités qui sont quand même ludiques sous forme de jeu. Ça s'arrête à la fin du primaire ou pareil pour collège-lycée? On va jusqu'en l'entrée en seconde. Ah oui, d'accord. Donc alors là, il y a toujours les corrigés parce que là, c'est utile. Ah oui. C'est l'arrivée de la troisième, ça commence à se compliquer un peu. Et donc là, pareil, une réticence aussi à cela, mais j'imagine qu'ils sont un peu plus épais, un peu plus denses. Oui, parce que effectivement, on aborde aussi toutes les matières, donc français, maths, histoire géo, sciences, techno, anglais, donc ils sont un peu plus denses. Il y a plus de notions, à réviser. Et puis, ça demande un petit peu de temps chaque jour ou chaque semaine, selon le rythme de chacun. Mais c'est un peu plus dense, oui. Un relais qui peut être fait sur la plateforme avec des experts, des spécialistes, je sais pas, les éducateurs ou des profs spécifiques. C'est-à-dire sur la plateforme des cahiers de vacances de Magnard, non? Non, pas vraiment. Bon, mais en tout cas, Après, le relais se fait par des cahiers de soutien l'année, mais pour toujours réviser les notions quand on est en difficulté. Merci beaucoup, Mongtou Valakoun. Écoutez, les cahiers de vacances, du coup, édition Magnard, à emporter dans ses affaires cet été, pour petits et grands, même pour nous, même pour s'amuser, c'est chouette, on révise. Et c'est vraiment pas mal. Merci mille fois d'être venu sur le plateau du Grand JT. On va tout de suite retrouver Guillaume pour sa chronique. Guillaume, après le climat en 2019, la fin de vie en 2022, c'est une nouvelle convention citoyenne qui débute sur les temps de l'enfant. Effectivement, souvenez-vous, en septembre 2023, Emmanuel Macron disait ceci: « Moi, je pense qu'il faut repenser les vacances et le temps. » C'était face au youtubeur Hugo Décrypte. Les grandes vacances, c'est la pire des inégalités. Lors de ses vœux, une année plus tard, il exprime sa volonté, là encore, je cite, de procéder à une vraie révolution de l'action publique dès les 1000 premiers jours jusqu'à 20 ans. Et c'est chose faite, puisqu'en mai dernier, le président a donc annoncé le lancement de cette consultation sur le rythme scolaire. Alors avant d'évoquer les détails justement de cette convention, on va écouter deux syndicats, Sophie Vénétité du SNES FSU. Écoutez ce qu'elle disait à l'époque. Emmanuel Macron ne traite pas ces sujets-là, il fait diversion avec cette convention citoyenne au risque d'enfoncer un peu plus l'éducation nationale dans la crise. Donc on n'est pas dupe de la manœuvre, mais c'est quand même regrettable que les véritables urgences de l'éducation nationale ne soient pas traitées par le président de la République. Je pense à la réforme du lycée sur laquelle Emmanuel Macron n'a jamais voulu revenir. Aujourd'hui, aussi bien face aux questions de manque de professeurs qu'à certaines questions d'organisation, on a des réponses, mais Emmanuel Macron ne veut pas les traiter et nous sort de son chapeau cette convention citoyenne qui ressemble beaucoup à un grand exercice de diversion nationale plutôt qu'à une façon de véritablement traiter les urgences de l'école. Même son de cloche et scepticisme aussi, du côté cette fois-ci des parents d'élèves. Écoutez Laurent Zamekowski. La réflexion des grandes vacances, c'est bien gentil, mais on n'arrive déjà pas à récupérer le mois de juin. Ma fille est en première, elle est en vacances depuis la semaine dernière. Avant de réduire les vacances d'été, commençons à faire en sorte que celles-ci ne commencent pas un mois trop tôt. La question des vacances scolaires qui sera, on l'imagine, au cœur des débats et qui sera centrale. Justement, écoutez l'avis très tranché de Claire Lecomte, elle est spécialiste du rythme des enfants. À la Toussaint, ils reviennent des vacances d'été. 6 semaines après, ils ont déjà 2 semaines de vacances. C'est une aberration. Dans beaucoup de pays, à la Toussaint, ils n'ont qu'un gros week-end. À chaque fois, il y a une rupture dans les apprentissages et beaucoup d'enfants sont en centre de loisirs, donc ils sont obligés de se lever quand même le matin. Et finalement, c'est aussi fatigant pour eux que d'être à l'école. Bon, vous l'avez compris, c'est loin d'être facile cette question des vacances scolaires. Alors cette convention citoyenne, comment va-t-elle s'organiser, Guillaume ? Le rendez-vous est pris à Paris, au Conseil économique, social et environnemental. Il a débuté déjà ce week-end. 7 autres sessions sont programmées jusqu'à novembre prochain. Et donc la remise des travaux et notamment des conclusions. 130 citoyens sont tirés au sort. Ils vont plancher sur le contenu de la vie quotidienne des enfants. Le programme, vous le volez. Je propose d'écouter le président du comité de gouvernance de cette convention, Kenza Okansé.
On a une question du Premier ministre qui est comment mieux articuler les différents temps de vie des enfants pour qu'ils soient plus favorables à leurs apprentissages, leur développement, leur santé. Les citoyens parleront des rythmes scolaires, du temps de vacances, de l'accès à la culture et au sport, de l'accès aux loisirs, du temps passé devant les écrans. Et à partir de là, ils vont pouvoir prioriser les thématiques et donc avancer et faire des propositions sur les sujets qui leur semblent majeurs. Et pour accompagner ces débats, plusieurs acteurs et plusieurs auditions vont donc se tenir. Ce sera le cas avec des enseignants, des chefs d'établissement, des parents, des élus locaux, des associations, des experts médico-sociaux, mais aussi, et c'est une nouveauté, des jeunes, une vingtaine de jeunes de 12 à 17 ans seront présents, notamment dès la rentrée, pour partager leur expérience. Écoutez Sarah El Haïry, elle est haut-commissaire à l'enfance, c'est au micro des RMC, c'était ce week-end. Pour la première fois, on fait participer aussi des jeunes, on fait participer des adolescents, on fait participer les territoires avec des ateliers dans les régions. C'est un exercice démocratique qui permet de dépasser des choses qui parfois sont difficiles à mettre en œuvre quand c'est une décision plus nationale. C'est une réflexion qui est large, qui est complémentaire et surtout qui touche la vie quotidienne de millions de Français. Un rendez-vous qualifié d'important par la haut-commissaire qui évoque un monde en constante évolution, notamment au sein même des familles. Écoutez. Il y a des enfants dans des situations très diverses aujourd'hui dans notre pays, plein de nouveaux défis, plein de situations familiales qui impactent ces temps et puis des nouvelles choses qui sont rentrées dans notre vie. Il y a des familles recomposées, donc on parle de temps de garde, de temps partagé. On a des familles où les parents travaillent plus loin, donc des temps de trajet des parents plus longs, du périscolaire. Et face à tous ces nouveaux défis, évidemment percutés par la place que prennent aussi les écrans dans la vie des enfants et des nôtres d'ailleurs, eh bien les citoyens sont réunis pour réfléchir ensemble à ces évolutions peut-être nécessaires face à ces nouveaux défis qui touchent la santé, le bien-être, l'épanouissement des enfants et bien sûr de leur famille. Et puis pour info, sachez qu'avec 8 semaines en moyenne, la France n'a pas les plus longues vacances d'été par rapport à nos voisins européens. Par exemple, 9 semaines pour l'Autriche, 10 semaines en Finlande, 11 à 12 semaines pour l'Espagne et jusqu'à 13 semaines de vacances d'été, donc pour l'Italie. Quelles sont les urgences en 2025, chez Guillaume ? Justement, peut-être un peu moins de vacances pour remonter au classement PISA. On en parle beaucoup ici même. Sur les 85 pays qui y participent, la France occupe la 26e place de ce classement en mathématiques, 29e en lecture. Et puis en sciences, 26e. Bref, dans les 3 catégories de ce classement, l'Hexagone se trouve donc dans la moyenne des membres de l'OCDE. Et puis sur le plan de la santé, là aussi, un thème qui sera cher et qui va beaucoup être abordé lors de cette convention, la santé mentale. Depuis la fin de la pandémie de Covid, il y a donc 5 ans, le constat est alarmant. 59% des collégiens et 51% des lycéens présentent un bon niveau de bien-être mental. Notez qu'entre 2010 et 2023, en France, on constate chez les adolescents une augmentation de plus de 137% des prescriptions de somnifères, 88% pour des antidépresseurs, 62% pour les antiépileptiques et 50% pour les neuroleptiques. On parle aussi du chèque psy qui est mis en place pour permettre à ces jeunes d'aller parler à un psy. C'est pris en charge notamment et c'est gratuit. Alors on se donne rendez-vous nous dans 5 mois pour faire un premier bilan et voir les conclusions, voir si ensuite elles seront écoutées, car on sait que lors des 2 dernières conventions, ça a fait un petit peu pchit. Merci beaucoup Guillaume, on va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Gutenberg Technologies, entreprise française que vous avez d'ailleurs cofondée, discrète mais influente dans l'écosystème EdTech mondial. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas forcément encore, concrètement, qu'est-ce que vous faites chez Gutenberg ? Très bien. Gutenberg, la genèse, ça a été créé en 2009. Au début, c'était de l'édition scolaire. D'accord. Et qui a fédéré 30 000 professeurs avec 300 000 étudiants. Voilà. Le problème étant que pour réaliser ces contenus, il fallait des grands murs, vous voyez, avec plein de post-it pour savoir comment articuler les contenus, comment les agencer, comment ensuite... Voilà. Donc c'est un véritable problème de faire travailler de manière collaborative tous ces experts, métiers différents, des professeurs, etc. Et donc on a créé une plateforme, et ça a été le premier brevet, une source unique de vérité, à savoir tous les contenus centralisés, de manière à ce que tout le monde puisse collaborer et fabriquer très rapidement, à grande échelle, des contenus e-learning. Ça s'adresse donc toujours pour les enseignants, pour les éditeurs. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors,
Très rapidement, la société a grandi, elle est allée à Boston également, donc nous sommes à Paris, nous sommes à Boston, et nous avons commencé à travailler avec des très grands éditeurs, donc le publishing dans l'éducation. Nous avons signé d'énormes contrats avec Cengage Learning, avec Cambridge, avec Vista, avec Wiley, etc., National Geographic, et j'en passe. Et puis, nous avions fait notre petit chemin, évidemment, en France. On avait travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avions des réseaux d'écoles et des réseaux d'universités un petit peu partout en Europe. Donc voilà. Et effectivement, notre ADN, il est là. Vous avez écrit donc à Madame Borne, ministre de l'Éducation nationale, pour témoigner de la situation, on le disait en introduction, de ce collège Gérard Philippe, ça se trouve à Clermont-Ferrand, qui demande d'être intégré en REP+. Qu'est-ce qui se passe là-bas et on en est où? Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est un collège qui est en souffrance depuis de nombreuses années. Ça date pas nouveau. Non, ça fait depuis 2014 que cette revendication a émergé. Il faut savoir que c'est le collège hors REP+, qui a l'indice de position sociale le plus faible de France, qui en fait, si on veut simplifier, le collège le plus pauvre de France, avec une équipe éducative qui tient bon, mais qui s'épuise, qui est en grande souffrance aujourd'hui, que je suis allée rencontrer moi à Clermont-Ferrand dans le collège. J'ai rencontré aussi l'équipe de direction de l'établissement. La ville soutient aussi, j'ai vu. Le maire de Clermont, à ma suite, a écrit aussi à la ministre. Hier, j'ai croisé Madame Borne à l'Assemblée. Je lui ai remis aussi en main propre mon courrier pour essayer d'accélérer les choses. La demande de l'équipe... Elle était au courant? Elle semblait au courant qu'il y a des demandes de révision du réseau REP+, mais pas si au courant de la situation spécifique de Clermont-Ferrand, et qui est... Je dis spécifique, mais il y a d'autres collèges en souffrance en France. Et puis l'école, en général, l'éducation nationale est en souffrance aussi, pas que dans les endroits où l'indice de position sociale est faible, mais ça on pourra y revenir. En tout cas, ce que demandent les équipes là-bas, c'est plus de moyens pour donner plus de chance aux élèves. Parce qu'il s'agit de ça, en fait. Il s'agit de faire en sorte que les élèves qui sont scolarisés dans ce secteur de Clermont-Ferrand puissent avoir les mêmes chances que d'autres élèves scolarisés dans d'autres secteurs. Et ce qu'ils alertent aussi, et il n'y a pas que eux, parce qu'il y a aussi les équipes des écoles primaires du secteur qui sont aussi mobilisés, les directeurs et directrices d'école, qui participent aussi à cette mobilisation, parce que ce qu'ils observent depuis plusieurs années, avec une accélération cette dernière année, c'est l'évitement de l'école publique qui commence de plus en plus tôt. On a fait une étude d'impact et les salariés d'entreprise disaient à 70% d'entre eux, ceux qu'on a interrogés, qu'ils n'avaient jamais découvert ou compris la situation dans les quartiers prioritaires. Donc, c'est un vrai rôle de cohésion sociale. Et sur cette question d'innovation, oui, c'est beaucoup mon passage par les écoles d'ingénieurs aussi, où j'ai travaillé sur... Vous étiez à Télécom Paris. Tout à fait, Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris. Il y a aussi des beaux projets en matière de diversité, sociale, de diversité. Article 1 aussi, je crois que vous êtes passé par là. C'est par là, oui. Entre autres héritière d'un projet lancé à Télécom Paris. Tout à fait. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que parfois, ces étudiants qui ont un parcours très brillant pour arriver à Télécom Paris, où il y a malheureusement assez peu de diversité, ils n'ont pas cette ouverture non plus sur le monde tel qu'il est, la France telle qu'elle est, c'est-à-dire dans toute sa représentativité, et que parfois cet entre-soi peut créer, parfois face à des difficultés que nous rencontrons tous, des problèmes environnementaux, des problèmes sociétaux, une difficulté à penser différemment, à penser autrement, et que la rencontre entre les mondes, c'est un moyen d'innovation, c'est un moyen de créativité, puisqu'on sort de soi, on va vers l'autre et le cerveau s'ouvre. Si on élargit un petit peu le sujet au-delà de ce que vous faites, vous, bien sûr, vous êtes dans un secteur où on entend souvent que la formation, elle est un peu devenue une assurance-vie pour les entreprises notamment. Et que c'est vrai, aujourd'hui, ces jeunes et ces moins jeunes qui arrivent dans l'entreprise, ils ne font plus juste un diplôme ou deux diplômes, une licence et un master, ils continuent à se former, en tout cas tout au long de la vie. Comment vous expliquez cette prise de conscience qui nous paraît soudaine du rôle stratégique de la formation continue? Comme en entreprise, c'est un levier de compétitivité. Et je dirais qu'une bonne expérience digitale, c'est un levier d'attractivité au même titre que la qualité pédagogique. Donc une école, une université qui se respecte va devoir travailler sur une excellente expérience qui aura beaucoup d'impact et qui va séduire et aider les étudiants. Comment on peut garantir, vous parliez justement d'impact pédagogique et de qualité pédagogique, comment on peut garantir que cette intelligence artificielle, justement, elle n'appauvrit pas les contenus pédagogiques au nom d'une certaine éventuelle efficacité? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est... Imaginez un orchestre, d'accord? L'IA, on va dire, c'est le premier violon
Il fait partie du team, hein, mais c'est pas lui qui décide. C'est pas lui. C'est le chef d'orchestre qui décide, qui va définir l'objectif, à qui il s'adresse, qui va décider de la tonalité, qui va décider du type d'activité, et qui va surtout définir une véritable signature pédagogique tout au long des cursus, et qui va la structurer d'une certaine manière. Madame la députée, vous avez participé aux travaux de la commission parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance. Le 11 mars, précisément, vous avez déposé une proposition de loi pour interdire toute dérogation à l'interdiction du placement d'enfants en hôtel. Ça en est où ? Alors ça en est que c'est très compliqué aujourd'hui, vu la composition de l'Assemblée, de faire passer des textes. En tout cas, je voulais remettre dans le contexte cette proposition de loi. Vous l'avez dit, moi j'étais, avant d'être députée, éducatrice spécialisée en protection de l'enfance, dans la fonction publique hospitalière, donc en accueil d'urgence. Vous en avez gardé quel souvenir ? J'en ai gardé à la fois un métier passionnant, parce que c'est un métier que j'ai choisi, que j'aime, et en même temps beaucoup de souffrance et de perte de sens, beaucoup de colère de ne pas avoir les moyens de protéger ses enfants, de se rendre compte des injonctions paradoxales, et là aussi des manques de moyens, hein, vraiment humains et financiers, pour accompagner celles et ceux que la société ne veut pas voir, parce qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut entendre sur la protection de l'enfance, c'est qu'il y a un véritable mépris pour ces enfants de la part de la société. Des personnes qui vont bien ne se sentent jamais concernées par la protection de l'enfance. Ce ne sont pas vos enfants dont on pourrait parler. Pourtant, ce sont des enfants aujourd'hui qu'on doit protéger, à la fois les départements qui sont chefs de file, mais l'État aussi, parce que c'est la justice qui ordonne des juges. Ce qu'on appelle les mineurs isolés ? Pas que les mineurs isolés, mais tous les mineurs en fait qui sont en danger, qu'ils soient issus de l'étranger ou qu'ils soient nés ici. Moi, je ne vois aucune différence et les textes ne voient aucune différence. Hein. Ce sont des enfants en danger et on doit les protéger. Moi, je suis arrivée à l'Assemblée nationale en me disant j'ai ce bagage-là et j'ai cette colère aussi de professionnel de rentrer chez moi les soirs et de me dire j'ai mal fait mon travail. J'ai mal fait mon travail parce que j'ai pas assez de collègues, parce qu'on a supprimé des postes, parce qu'il y a de plus en plus de besoins. Et donc, je me suis dit il faut que j'arrive à porter ce combat-là à l'Assemblée nationale. Malheureusement, en plus, le contexte et des drames ont participé à accélérer cette prise de conscience. Mais vous, c'est vraiment plutôt sur l'oral que vous avez aidé cette année à travailler. Vous dites que pour les élèves de REP, de REP+, ça fait vraiment partie des grandes inégalités, l'accès à l'expression orale. Très concrètement, les ateliers qui sont organisés, qui sont animés, il se passe quoi ? Eh ben, tout simplement, les jeunes viennent avec leur préparation au brevet, hein, pour ceux qui se rappellent avoir accompagné peut-être leur enfant ou des proches à la préparation au brevet. On doit rédiger un dossier avec un certain nombre de pages. Donc là, ils viennent et puis face à eux, des salariés prennent le temps de les écouter, de leur donner des conseils sur la façon de s'exprimer, sur le contenu, sur ce qu'ils pourraient faire mieux, sur le savoir-être et le contenu. Et c'est vraiment formidable. J'ai le souvenir d'un jeune qui s'était exprimé lors d'un de nos événements, qui lui était dyslexique et qui, grâce à cet accompagnement, a réussi à avoir son brevet. Donc c'est vraiment quelque chose pour lui qui était un dépassement de soi. Beaucoup d'insistance, vous venez de le dire, et c'est pas seulement vrai du travail que vous faites autour du brevet, c'est plus généralement la manière dont vous les suivez tout au long des années collège, autour d'un programme, le grand programme de l'Alliance qui s'appelle Défi Jeunesse. Tout à fait. Nous, notre idée, c'est qu'on ne peut pas faire des interventions ponctuelles. Et ça rejoint l'idée de l'alliance collective pour l'impact. C'est-à-dire qu'on pense que ces jeunes, ils entrent très souvent en 6e avec un retard en matière de lecture, écriture et mathématiques. Il est essentiel de commencer dès la 6e à travailler avec eux sur les questions de confiance en soi, de motivation à être à l'école, d'accrochage scolaire. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie. Aujourd'hui, la réalisation Xavier Sanchez, le son Thibaut Gorillafont, le maquillage Laure Redemont, Emma Ferret et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée, on se retrouve demain, même heure. Ciao. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation.